Dans les journées mouvementées que nous vivons, les nouvelles arrivant à plein flot de toutes les parties du monde, le peuple britannique lit plus que jamais ces journaux. En se rendant au travail, dans le train, dans le métro et dans les autobus, on examine de près les nouvelles. Les opinions se forment librement. Les Britanniques sont des lecteurs de journaux invétérés, chez eux ou dans les bibliothèques municipales. La revue matinale des événements de la métropole ou de l'étranger est pour eux presque un rituel. Comment rassemble-t-on les nouvelles pour tous ces lecteurs de journaux? Comment sont-elles rédigées, imprimées, distribuées à l'usage de tous ces hommes et de toutes ces femmes? Rendons-nous d'abord dans Fleet Street, car le quartier de Fleet Street est le centre de la presse londonienne. Dans les immeubles des journaux, le personnel de jour occupe toujours ses bureaux d'avant-guerre, dans les étages. De tous les coins du monde, les nouvelles arrivent dans ces bureaux. À la conférence quotidienne de rédaction, la disposition générale du journal est décidée et l'importance relative des informations est sous-pesée. Le service de renseignement pourrait être appelé la mémoire du journal. C'est là que sont vérifiés les points douteux et que sont rassemblés des renseignements sur des sujets d'une extrême diversité. La publicité a son rôle à jouer, même en temps de guerre. Les mots croisés occupent à eux seuls tout un service. Le personnel du service artistique est chargé de la disposition et de la présentation des illustrations. Les mots « bureau du journal » évoquent avant toute autre chose la salle de rédaction. La voici, ne ressemblant en rien à la façon dont on la représente quelquefois dans les films. On travaille ferme, bien sûr, mais sans bousculade. Nouvelles et messages émanant de correspondants tout autour du globe et d'agences d'information connues dans le monde entier arrivent sans arrêt. Pendant ce temps, le rédacteur en chef et son collaborateur discutent l'article de fond. Le secrétaire de rédaction vérifie et corrige la matière au fur et à mesure qu'elle arrive des reporters et des correspondants. Le personnel peut concentrer son attention sur son travail, car sur le toit, les veilleurs guettent, ça où viendraient les avions ennemis. À la tombée de la nuit, les lampes s'allument et s'éteignent dans les bureaux pour indiquer au personnel qu'il est l'heure d'obscurcir les lumières. Arrive maintenant le personnel de nuit, qui va travailler sous terre. Le ticket d'incendie s'assure que tout est prêt pour venir à bout des bombes incendiaires. Présentant toujours un danger, même en temps de paix, le feu est particulièrement menaçant dans les locaux d'un journal, où se trouvent les tonnes de papier nécessaires à la production d'une seule édition d'un journal national. En plus des tickets d'incendie, certains journaux possèdent leur propre home guard pour protéger le bâtiment. Au sous-sol également travaille le rédacteur de l'article de fond. Son article est un des derniers finis. La copie est envoyée à des hommes travaillant à des machines composant des caractères. Tenant à la fois de la machine à écrire et de la fonderie, elle coule les caractères en colonnes, qui sont ensuite assemblés en forme ou page. Voici les formes. Elles sont martelées, puis verrouillées dans leur cadre métallique. Puis on tire une épreuve, qui est corrigée avec soin. Il faut que la composition et la correction soient terminées avant 9 heures, afin que les presses puissent commencer à rouler à 9h20, permettant ainsi à la première édition d'attraper le premier train de journaux, celui de 22 heures à Marylebone. Toujours pas d'alerte. L'impression des journaux ne se fait pas directement au moyen des planches, car la rapidité est essentielle. L'impression par cylindre est beaucoup plus rapide. Une empreinte des pages de composition est faite sur carton pâte, débardée et courbée, avant d'être envoyée à la fonderie.
pour les besoins du tirage à la rotative, on coule pour chaque phase une plaque métallique semi-cylindrique qui sera fixée au silage. Ces plaques sont mises en position sur les rotatives, puis verrouillées. Quelquefois, le temps presse. Ce soir, on dispose d'une minute ou deux. Les rotatives s'ébranlent. D'abord, lentement. Puis à toute vitesse. L'alerte. Indifférente au raid, la rédaction voit les nouvelles de dernière heure et les presses roulent comme le tonnerre. De cette pièce, on commande les signaux de temps de guerre. Alerte, les lumières indiquant le danger lorsque les avions sont juste au-dessus. Comptant sur les signaux, le travail continue sans arrêt et avec la même efficience que d'habitude dans la salle de rédaction. Rien ne compte pour les journalistes que de sortir le journal à l'heure. Dehors, le raid bat son plein. En somme, l'expédition des journaux se faisait au rez-de-chaussée. Maintenant, elle se fait au sous-sol. Les lumières baissent, danger imminent. Le personnel continue de travailler calmement. Ici, au sous-sol, il est en sécurité relative. Mais les conducteurs des camionnettes mettent leur casque d'acier. Ils peuvent avoir à traverser un véritable enfer pour parvenir au grand terminus londonien. Explosives, incendiaires, obus, incendies peuvent se trouver sur le chemin des gares. Ils arrivent à la gare. Le train de journaux part à l'heure. D'artiste, les rotatives roulent toujours et les éditions du matin commencent à sortir. Le personnel de nuit et les services de défense passive apprécient la cantine qui leur procure des boissons chaudes et des repas légers toute la nuit jusqu'à ce qu'enfin le bruit des presses s'éteigne et que sonne le signal « danger passé ». Le personnel qui n'a pu rentrer à cause du raid dort dans les dortoirs souterrains. Le transport du journal s'est poursuivi comme d'habitude. Les porteurs de journaux se mettent également à l'ouvrage comme d'habitude. Nouveau raid sur l'ordre la nuit dernière. Et qu'il y ait raid